De ligament croisé à entrepreneur, voici mon histoire. Alors derrière ce titre, il se cache une vidéo qui n'a pas forcément de but précis. Mon objectif, c'est simplement d'inspirer les personnes qui se reconnaîtront dans mon histoire. Et c'est aussi ma manière de témoigner sur ce qui s'est passé dans ma vie sur les 10 dernières années. J'ai jamais tout raconté, j'ai raconté des bouts, dont certains qui ont beaucoup plu. Mais comme ça, voilà, à travers cette vidéo, je raconte toute mon histoire et au moins tu seras au courant. Et si ça t'inspire, j'aurai tout gagné. Ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais pas te vendre de rêve. Il n'y a pas de tu vas devenir riche et tu vas pouvoir aller déménager à Dubaï au bout de 3 mois. Pas du tout, c'est simplement un récit honnête de ma vie. C'est l'histoire d'un mec qui avait un seul rêve, devenir footballeur professionnel, mais qui malheureusement n'a pas réussi et qui a trouvé une deuxième passion, l'entrepreneuriat, et qui est actuellement en train de vivre du coup son deuxième rêve. Pour rendre la vidéo un peu plus dynamique et pour pas que ça soit trop plat, genre juste moi qui parle comme ça à la caméra, j'ai décidé de rajouter des petits trucs sympas. En gros, j'ai divisé ma vie sous forme d'arc. Donc il va y avoir l'arc numéro 1, l'arc numéro 2, 3, etc. C'est des phases de ma vie à chaque fois. Et à la fin de chaque arc, je te donnerai ma jauge de bonheur à ce moment-là et ma fortune personnelle. Comme ça pimenterait un peu les choses. Tu verras donc tous les étapes par lesquels je suis passé, que ce soit financièrement, personnellement et tout le reste. Allez, on est parti pour cette vidéo très tranquille. Je pense que ça va t'aider à relativiser. Arc numéro 1, l'obsession. C'est le premier arc de cette vidéo qui se passe de 2013 à 2017, donc de mes 14 ans à mes 18 ans. C'est potentiellement l'un des plus importants parce que c'est celui qui m'a forgé. C'est mes années collège et mes années lycée, donc c'est là où je commence à découvrir le foot à haut niveau à partir des U13. À l'époque, je jouais en U13 régionaux pour ceux qui connaissent. Je suis aussi passé en U15 DH et ensuite U17 et U19 nationaux. C'est vraiment le début en fait de l'importance du foot pour moi. C'est là que ça a commencé à être sérieux. Et ce qui se passe pendant ces années-là, c'est que je me rends compte que je suis pas trop mauvais au foot. Je commence à être appelé en sélection du département, je commence à jouer contre des clubs professionnels, certains clubs et agents appellent mes parents pour que j'aille faire des détections ou des essais dans des clubs pro. Donc en fait, dans ma tête, je me conditionne à ce que peut-être je suis en train de toucher du doigt mon rêve de devenir professionnel. Et ce qui est marrant, c'est que pendant cette période-là, j'ai joué avec plein de personnes qui ont ensuite percé, donc dans des domaines différents. Il y en a qui ont percé dans le foot, comme par exemple Nils Nkunku, qui est latéral gauche à Francfort maintenant, ou Lassine Sinayoko, qui joue à Auxerre, qui est un international malien qui a fait une superbe CAN. J'ai aussi joué avec Bendo Z, le rappeur, Jordi de son vrai prénom. Mais j'ai aussi joué contre des mecs qui sont devenus pros et des personnes qui sont très très connues, parfois des internationaux français, comme Moussa Diaby ou encore Matteo Guendouzi quand je jouais contre le PSG dans mes 15-16 ans. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette période-là, j'avais que le foot en tête. Et quand tu joues à ce niveau, tu ne peux rien faire d'autre que jouer au foot en vérité. J'étais extrêmement pris émotionnellement par ce rêve, j'étais obsédé, en fait c'est pour ça que l'arc 1 il s'appelle l'obsession, par le fait de devenir footballeur professionnel et je courais, en vrai pour rien, mais je courais vers mon objectif, mon rêve, devenir footballeur pro. J'étais pas un adolescent normal, en vérité je sortais pas, je buvais pas, fumais pas, alors je dis pas que c'est normal de boire et de fumer, mais en vérité à cette époque-là, c'est là où tu commences à faire tes soirées, à sortir avec tes potes. Moi je n'ai rien vécu de tout ça. Alors bien évidemment ça m'a été bénéfique par la suite parce que par exemple aujourd'hui j'ai développé une culture de la performance. Je ne bois toujours pas, je ne fume toujours pas, je ne sors toujours pas, qui m'a servi dans l'entrepreneuriat, mais on en parlera plus tard. Mais quand tu es jeune, c'est difficile parce que tu vois tous tes potes qui, eux, s'amusent et profitent de leur jeunesse, pendant que toi, tu sacrifies tout vers un seul objectif, un seul rêve. Et aujourd'hui, avec un peu plus de recul, je le réalise, c'est extrêmement difficile pour un adolescent de vivre ça. Comme je te le disais, j'ai tout sacrifié, même, voilà, je n'allais pas voir ma famille, tu vois, je n'ai pas vu mes grands-parents, je n'ai pas vu mes oncles, mes tantes, je voyais très peu mes parents aussi parce que j'étais toujours en train de jouer, semaine comme week-end avec les déplacements partout en France. À côté de ça, Dieu merci, j'avais des facilités à l'école puisque j'ai continué et j'ai réussi à avoir de très bonnes notes. J'ai un peu roulé sur le collège et le lycée, mais heureusement, j'étais plutôt bon à l'école. Et puis à la fin de cette période-là, en 2017, j'arrive vers mes 18 ans et j'ai toujours pas de contrat pro. À l'époque, mon club était en national, j'avais fait quelques entraînements avec le groupe, mais j'étais pas prévu comme potentiel professionnel avec le groupe pro. Je suis en 19 nationaux, je joue mais pas tous les matchs. Bref, j'ai une situation un peu compliquée. À côté de ça, je vois mes potes qui partent en club pro, qui signent des contrats pro. Et moi, je suis toujours là un peu sur le carreau. Je me pose énormément de questions. Est-ce que la carrière de footballeur professionnel est vraiment pour moi? Et à ce moment-là, à mes 18 ans, j'étais en terminale, j'avais un choix à faire. Est-ce que je continuais l'école à fond? Parce que ça, c'était une voie entre guillemets assurée, certaine. Je pouvais aller faire des études supérieures.
vu que j'étais pas mauvais à l'école, je pouvais me permettre d'aller faire quasiment n'importe quoi? Ou alors est-ce que je larguais l'école, je prenais un très gros risque, là c'était pas du tout la sécurité, et je continuais à fond dans le foot, mais sans aucune certitude. Au final, je passe mon bac S, donc je fais une terminale S, tout se passe bien. Encore une fois, cette année de U19 nationaux, plus de terminale S, j'avais absolument pas de vie, j'avais un rythme de fou, je faisais que école, foot, école, foot, école, foot, et rien d'autre. Et à la fin, il se passe quelque chose et j'ai dû faire un choix. Et ce choix-là, il a changé ma vie, mais ça, je te le raconte dans l'arc 2. Et je vais te donner 3 leçons que j'ai retenues et qui m'ont marqué pendant cet arc 1. La leçon numéro 1, c'est que la jeunesse, c'est la meilleure période de notre vie. Le collège et le lycée, moi, je suis intimement persuadé que c'est la meilleure période de notre vie et ne pas la vivre à 100%, c'est la pire erreur que j'ai faite. La leçon numéro 2, c'est que la persévérance ne garantit absolument pas la réussite. Il y a énormément d'autres variables telles que la chance et le timing qui sont à prendre en compte lorsque tu veux réussir quelque chose et surtout si c'est dans le sport professionnel. Et la troisième leçon, c'est que pendant cet arc, j'ai développé une mentalité à toute épreuve, une mentalité quasiment militaire, et à ce moment-là, je sais que tous les sacrifices que j'ai dû faire, ils me serviront plus tard parce que mentalement, je suis bien plus solide que la majorité des gens. Ma fortune personnelle à ce moment-là, j'ai à peu près 1000 € sur mon compte, je sors du bac, Dieu merci, mes parents n'ont jamais eu de problème financier, je n'ai jamais manqué de rien, donc j'avais un peu d'argent de poche, c'est à peu près l'équivalent de mon argent. Et ma jauge de bonheur à la fin de cet arc 1, c'est 85%, j'ai encore l'insouciance de la jeunesse, je venais d'avoir mon bac, je jouais en 19 nationaux, en bonne santé, tout allait bien. On arrive maintenant à l'arc numéro 2, le rêve américain. Alors là, j'ai eu à faire l'un des plus gros choix, l'un des plus gros dilemmes de ma vie dont je te parlais juste avant. J'étais balancé entre continuer l'école et continuer le foot, qui en fait était un choix compliqué parce que je devais arrêter l'un ou l'autre, ce que je ne voulais pas faire. Et j'ai eu énormément de chance puisqu'il y a un organisme qui s'appelait à l'époque FFF-USA, donc c'était la Fédération Française de Foot, qui envoyait à peu près 50-60 jeunes joueurs par an dans les universités américaines pour qu'ils jouent pour l'équipe de foot de l'université et qu'ils puissent continuer leur diplôme d'études supérieures dans des facs américaines. Pour moi, c'était le bon plan parfait. J'ai eu énormément de chance. J'ai été sélectionné, je suis du coup aux États-Unis pour suivre un bachelor et jouer dans l'équipe universitaire. Mon objectif, il était très clair, c'était ne pas abandonner l'école tout en faisant tout pour percer et jouer en MLS, la Major League Soccer, l'équivalent de la Ligue 1 là-bas, même si le niveau n'est pas du tout le même. J'ai fini par passer 4 ans là-bas sur le sol américain et je vais te raconter un peu ces 4 ans. La première année, je vais en Caroline du Sud dans une école qui s'appelle Presbyterian College et d'ailleurs j'ai rencontré des amis qui sont aujourd'hui comme des frères pour moi là-bas. Mais là, il faut que tu imagines la situation dans laquelle je suis. J'ai à peine 18 ans, je pars à 15 000 km de chez moi, je laisse tout ce qu'il y a derrière moi, donc famille, amis et tout le reste, et j'arrive dans un endroit où je parle pas anglais, il y a l'exigence et la pression des cours, mais aussi l'exigence et la pression du foot, parce qu'il faut performer aussi au foot et c'est un niveau qui est quand même assez élevé. Bref, je réussis à m'y faire, je survis, j'apprends l'anglais et je me débrouille extrêmement bien au foot. Je fais partie des meilleurs joueurs de ma conférence, on explose tout, on gagne le championnat, on va appeler ça le championnat régional, notre conférence, on va au championnat national, on fait partie des meilleures équipes nationales. Bref, tout va bien. Je marque plein de buts, tout est beau et je passe 2 très bonnes premières saisons aux États-Unis. Et là-bas, le rythme est fou. J'ai vraiment un emploi du temps aménagé, donc je m'entraîne tous les jours. En même temps, mes cours, il n'y en a pas trop puisqu'on est des athlètes, on est vraiment considérés comme des professionnels là-bas dans les universités. On est entouré par des kinés, par des gens qui nous suivent logiquement. On a tout ce qu'il faut pour la récupération, on voyage en bus ou en avion, bref, top environnement professionnel pour évoluer. Donc en vrai, d'un point de vue extérieur, tout va bien, mais moi, c'est pas forcément la joie. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je suis extrêmement loin de tout ce qui se passe en France. Je ne vois pas ma famille, je vois pas ma petite sœur, je l'ai pas vue grandir. Je perds énormément d'amis en France puisque je ne les vois plus, donc forcément, les relations s'effritent un peu. Je sacrifie des moments, donc il y a des anniversaires. Malheureusement, il y a eu des décès aussi sur lesquels j'étais pas là, donc c'était très compliqué pour moi d'être un peu isolé, en autarcie, à 15 000 km de tout ce qui se passait de l'autre côté en France. Et puis j'avais une grosse pression sur mes épaules parce que j'étais un peu l'espoir de toute ma famille qui espérait que j'allais faire quelque chose, que ce soit à l'école ou dans le foot. Il y a plein de fois où ça allait pas vraiment bien et je me rappelle, j'ai des images qui me viennent encore comme des flashbacks où je regardais le plafond blanc comme ça dans mon lit pendant des heures et des heures en réfléchissant en fait à ce que je foutais ici aux États-Unis. Mais il y a une petite touche positive, c'est que sur le sol américain, j'ai aussi découvert l'entrepreneuriat à travers des profs, à travers des entrepreneurs que j'ai pu rencontrer et même des étudiants qui entreprenaient. J'ai pu découvrir l'entrepreneuriat et j'ai vraiment accroché à cette idée de liberté, de créer, d'innover
et d'être à son compte. À l'époque, je regardais énormément de vidéos YouTube d'Américains, ça n'existait pas en France, tout ça, on n'avait pas encore toutes les vidéos qu'on a aujourd'hui sur l'entrepreneuriat. Et je me dis qu'il faut que je lance un petit business. Du coup, ce que je fais, c'est que j'importe en France des vêtements ou des paires de baskets, des sneakers pour ceux qui connaissent, qui n'existaient pas en France ou qu'on touchait beaucoup plus cher. D'ailleurs, anecdote de fou, je ne sais pas si tu connais la marque With The New qui est mondialement connue aujourd'hui, et ben j'ai échangé avec eux au tout début lorsqu'ils avaient 3000 abonnés. Ils venaient tout juste de commencer leur activité et ils faisaient comme moi, ils faisaient du resell, ça s'appelle. Et bah, moi, j'ai fait mes premières centaines d'euros comme ça. Et du coup, ça me plaît bien ce petit truc là, ce petit délire d'entrepreneuriat, de faire des sous, d'être à son compte, ça me plaît bien. En 2018, après ces 2 saisons en Caroline du Sud, je décide de voir plus grand. Encore une fois, j'avais soif d'ambition et je transfère dans l'une des plus grosses universités du pays qui s'appelle Grand Canyon University à Phoenix, en Arizona. Là, c'est le tout pour le tout que je tente. J'essaye vraiment de passer en MLS, d'aller dans une équipe qui joue bien mieux au football, avec beaucoup plus d'exposition, qui est bien plus suivie. Je me donne en fait toutes les chances et je mets toutes les possibilités de mon côté pour percer. Alors là, c'était exceptionnel, campus de 40 000 étudiants, suivis comme des pros, voyage en avion, tous les 3 jours on allait en match en avion, kiné, ostéo, acupuncture, bain chaud, bain froid, on jouait devant 7000 personnes tous les 3 jours. Bref, truc de fou, je me suis jamais senti aussi professionnel au foot. Donc là, ça devient sérieux niveau foot. Je sais que j'ai l'exposition qu'il me faut pour percer, mais malheureusement, sur le terrain, ça se passe absolument pas bien. J'ai un coach qui est un ancien de Dallas, qui a coaché en MLS, qui s'appelle Sheila Heinemann. Et en fait, nos tempéraments ne vont pas du tout ensemble. Moi, j'étais quelqu'un surtout à l'époque de râleur, assez... Voilà, en fait, je faisais le malin un peu sur le terrain. Comme je savais que techniquement et footballistiquement en général, j'étais meilleur que la majorité des joueurs de mon équipe, bah, je faisais le malin, j'étais râleur, j'étais feignant, j'étais nonchalant et cette personne-là n'a pas du tout aimé mon comportement et m'a mis sur le banc en fait pendant quasiment toute la saison. Donc dès que je rentrais, je faisais rien, je faisais des différences. Mais j'ai passé la quasi-totalité de ma saison sur le banc pour cause de comportement et ça il me l'a dit. Et en fait moi je réagis super mal à ça, je m'entraîne mal, je fais pas d'efforts, j'essaye d'humilier les défenseurs à chaque entraînement pour essayer de me venger un peu, sauf que ça marche pas. On fait une très mauvaise saison, on est éliminé de la conférence, on gagne rien alors qu'on avait une superbe équipe. Et à la fin, le cataclysme arrive, je m'embrouille assez violemment avec ce coach. Donc là, il faut se dire que j'étais dans des conditions quasi parfaites et que j'ai tout gâché à cause de mon ego mal placé. Fin 2019, on arrive à la fin de cet arc, donc je passe 1 saison et demie là-bas, à Phoenix, ça se passe comme je te l'ai expliqué, pas très bien. Le Covid arrive. Et là, le Covid remet tout en cause, la saison de football s'arrête et donc moi je me dis bon bah voilà, il me reste 6 mois pour finir mon diplôme, il n'y a plus de foot possible puisque la saison pendant 1 an a été ratée. Du coup je finis mon diplôme tranquillement et je décide de rentrer en France. Là c'est un énorme choix de ma part puisqu'en fait le fait de rentrer en France ça veut dire que je renonce à percer aux États-Unis, ça veut dire que je renonce à l'objectif et au rêve que je suis en train de poursuivre depuis une bonne dizaine d'années. Et donc par dégoût du foot, par dégoût de ce qui vient de m'arriver et aussi par manque de ma famille qui était dans une situation assez compliquée à l'époque, je décide de rentrer. Et là il a fallu que je trouve quelque chose à faire en France bien sûr et ça c'est l'arc numéro 3. Les 3 leçons que j'ai retenues de cet arc là, ce sont celles-ci. Numéro 1, la trajectoire de ta vie peut littéralement changer du tout au tout grâce ou à cause d'une seule personne. Là, moi, je t'ai donné l'exemple de mon coach. Si ce coach-là m'avait donné ma chance, peut-être que je suis professionnel foot aujourd'hui. Et ça s'est pas du tout passé comme ça. Et plus t'es jeune, plus les gens peuvent avoir de l'importance sur la trajectoire de ta vie. La leçon numéro 2, c'est que ton attitude est cruciale. Ça, je l'avais pas compris à l'époque, mais aujourd'hui, je suis capable de le comprendre. Si tu es positif et si ton attitude est positive, tu attireras le positif parce que tu renvoies du positif. Par contre, à l'inverse, si tu es négatif comme moi je l'étais, bah, tu n'iras que du négatif. Et leçon numéro 3, c'est pas parce que tu as plus de talent que tu es meilleur que les autres. L'humilité, c'est une vertu que je mets au centre de ma vie actuellement et que je n'avais pas quand j'étais un peu plus jeune. Ma fortune personnelle à la fin de cet arc-là, en 2019, c'est à peu près 10 000 € sur mon compte bancaire en liquide parce que je m'étais fait pas mal d'argent avec l'achat-revente comme je t'explique. Et ma jauge de bonheur, par contre, dégringolade, 30%. Grosse déception, abandon du foot. L'arc numéro 3, la précipitation. De retour en France, tout est bloqué avec le Covid. C'était à l'époque où on devait porter les masques et signer des autorisations pour sortir. Je reprends le foot dans une équipe juste à côté de chez moi, en départemental 1. Donc voilà, je tire vraiment un trait sur le foot. Je me dis ça va être que du plaisir. Et niveau école, en fait, j'essaye de reprendre l'école dans des facs. Donc je postule à Dauphine et à la Sorbonne et je suis refusé comme un malpropre par les 2 universités. Donc là, moment très compliqué, je frôle la dépression parce que je ne trouvais pas d'école. Finalement, je persévère, je m'intéresse aux écoles de commerce et j'arrive à rentrer dans un Master 2
en marketing digital et data analytics, qui est ma business school, qui est un top 5 en France. Donc je m'en sors très bien et en plus de ça, en alternance. Et je suis pris en alternance en tant que commercial chez Thales, très grand groupe. Donc là, si tu regardes bien, je suis passé d'une situation complètement particulière. Je jouais au foot aux États-Unis dans une université américaine, j'étais à 2 doigts de la MLS, à une situation complètement classique. Je repars en alternance en Master 2, école de commerce. Ma trajectoire de vie, justement, a complètement basculé à ce moment-là. Sauf qu'au bout de 2 mois d'alternance et de Master 2, j'ai complètement vrillé. Je continuais à consommer beaucoup de contenu sur l'entrepreneuriat et je me disais que c'était pas possible, que je pouvais pas résoudre ma vie à être si classique que ça, à prendre un CDI à la sortie de mon alternance et à faire ça pendant 40 ans jusqu'à la retraite. Et je voyais beaucoup de jeunes de mon âge, français et internationaux, qui se lançaient sur les réseaux sociaux, qui montaient leur boîte, qui faisaient beaucoup d'argent. Je me disais, c'est pas possible qu'ils y arrivent et que moi, je n'y arrive pas, ils ont rien de plus que moi. Mais un jour, je me balade sur Instagram et je tombe sur un concept qui m'a fait péter un câble. Ça s'appelait Hit. Et en fait, c'est des mecs, des Américains, qui ont créé un système de box par abonnement dans lequel ils mettaient des vêtements. Et donc, quand tu commandais ta box, tu savais pas ce qu'il y avait dedans, tu payais un certain montant et tu recevais ta box. Et quand tu l'ouvrais, c'était une surprise. Et moi, je me dis qu'il y a un truc de ouf à faire parce que quand je vois le concept, je vois que ça prend énormément là-bas aux États-Unis. Je me dis, il y a personne qui fait ça en France, il y a un bail à faire là, il y a un truc. Et de là est née ma première vraie entreprise, Akebox. Et donc le concept d'Akebox est très simple, et ça j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, parce que ça a été ma première expérience entrepreneuriale. On travaillait avec des marques indépendantes françaises dans le domaine du streetwear, et on avait créé une box mystère. Donc nous, dans notre box, on avait une tenue complète qui faisait un pantalon, un pull ou un hoodie, un accessoire et un t-shirt. Donc ça faisait une tenue complète. Chacun des éléments venait et provenait justement de marques indépendantes françaises, et chaque personne payait le prix de 180 € par mois pour se faire livrer cette box sans savoir ce qu'il y avait dedans. Et nous, on décidait des vêtements qu'il y avait dedans, donc on essayait de mettre une concordance. Et c'était trop stylé parce qu'en vérité, tu commandais ta box, tu avais cet esprit de box mystère et tu avais des vêtements que tu ne trouvais pas en magasin puisque c'était des marques indépendantes. Donc franchement, top concept. Le truc, c'est qu'on s'est associés entre amis. Donc moi, j'ai pris quasiment tous mes potes, en tout cas mon cercle le plus proche, pour lancer cette aventure avec moi. Et on a tout fait tout seul. Le site internet, la com sur les réseaux, la logistique, contacter les marques. Bref, on a découvert 5 ou 6 métiers en même temps et c'était assez fou. Heureusement qu'on était plusieurs sur le projet, sinon on serait mort. Parce qu'à côté, il faut que tu te rappelles que j'étais en alternance, c'est quand même en Master 2, compliqué. On organise des tournages, c'est assez fou. Et le projet, en fait, il prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Et on fait un premier mois avec Akebox, alors qu'on sortait de nulle part, à plus de 11 000 € puisqu'on a vendu plus de 60 box. Et t'imagines, à l'époque, j'avais jamais rien vendu à part des sapes par-ci par-là, mais c'est la première entreprise qu'on crée. Premier mois, on vend 60 box à 180 €, fait plus de 10 000 € de chiffre d'affaires. Et les gens sont trop contents. La box est là, le matériel est de qualité, les produits sont de qualité. Le concept est trop stylé, ça explose. Grâce au bouche à oreille, grâce à notre communication sur les réseaux et la page Instagram d'Akebox qui à l'époque était très puissante, on vend et les gens sont, comme je te disais, sont trop contents. On avait fait une mécanique de jeu concours sur laquelle on faisait gagner en fait des paires de chaussures ou des vêtements et ça marchait hyper bien pour faire grossir la communauté. Et puis le deuxième mois, on décide d'accélérer. On est fort de ce qu'on vient de réussir, on est fort de notre expérience sur le premier mois. On se dit allez, let's go, on accélère, on va chercher les plus gros influenceurs YouTube dans le streetwear, La Routine et Vince, si tu les connais. On décide de collaborer avec eux. C'est simple, on les paye, on leur envoie une box personnalisée et ils font une vidéo dédiée d'une dizaine de minutes d'un unboxing. Donc ils postent leur vidéo et ça explose. Ça fait des dizaines de milliers de vues en une soirée. Le concept est énorme, les gens adorent. Et nous, on est sur le toit du monde. On fait plus de 100 ventes en quelques heures. C'est hallucinant ce qui se passe. Je me rappellerai toute ma vie de ce soir-là. Parce que ça a été un ascenseur émotionnel. Et là, on est tout en haut et on va redescendre de 15 étages dans les 10 minutes après la publication de la vidéo. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été victime d'un énorme bad buzz. L'un des influenceurs, Vince, pour ne pas le citer, a mis sa vidéo dans laquelle il avait déballé sa box. Il était hyper content. Donc ça faisait plusieurs semaines qu'il avait déjà tourné cette vidéo. Il l'avait juste programmée à ce moment-là. Et dans cette box se trouvait un pantalon. Et ce pantalon, il était magnifique. Franchement, c'était un pantalon qui était extrêmement beau et Vince l'a adoré en vidéo. Il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui se sont rushées sur le site internet de la marque indépendante française qui possédait ce pantalon. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un des abonnés de Vince qui a trouvé ce même pantalon, donc exactement le même pantalon, sur AliExpress. Et il a mis un screenshot du lien AliExpress dans la section commentaires de la vidéo et la cataclysme. En fait, pour te la mettre entre parenthèses et t'expliquer la suite de ce qui s'est passé, c'est que la personne avec qui nous on était en contact chez Akebox, donc la marque qui
qui nous disait qu'il était d'une production française, faisait du dropshipping et faisait faire des étiquettes en France, ce qui fait que nous, on n'y a vu que du feu. Et comme on a été incapable de fouiller toutes les pages d'AliExpress pour trouver le même pantalon, et on ne le faisait pas, on a eu en vérité une défaillance de vérification sur ce pantalon. On a cru le mec sur parole et il nous a menti, il nous a dit que sa production était française, comme je te disais, alors que il topait en Chine. Et il y a un des abonnés de Vincey qui l'a vu, qui l'a mis en commentaire. De là, Vincey a complètement pété un plomb parce qu'en fait, sa communauté l'a pris pour un menteur. Il a décidé de supprimer sa vidéo. Dans la foulée, La Routine, le deuxième influenceur avec qui il n'y avait eu aucun problème par contre, a décidé de supprimer sa vidéo aussi. Et ils se sont mis carrément à faire un live l'un avec l'autre sur Instagram pendant 1 heure et quelques, pendant lequel ils nous ont complètement descendu. Ils ont complètement descendu le projet Hackebox. C'était assez violent. Ils se sont complètement retournés contre nous. C'était assez ouf. Et donc du coup, ça a été une déferlance de haine sur nous, sur les porteurs du projet et sur Hackebox. On recevait des menaces de mort. On a perdu plus de 10 000 abonnés dans la soirée. Bref, il y a eu des posts Instagram qui ont été faits sur nous comme quoi on était des arnaqueurs de dropshipping, etc. Parce que dans la mode streetwear, il faut savoir que le dropshipping, il n'y a rien de pire. Donc, énorme bad buzz. Et donc, on a dû rembourser les 100 et quelques ventes qu'on a fait en quelques heures lors de la soirée. Et du coup, c'était pour nous très violent, quoi. Ça s'est très très mal passé à la suite de ça avec l'associé avec lequel j'étais sur le projet Hackebox. On s'est un peu embrouillé et cette personne-là a un peu, en vérité, essayé de me la faire à l'envers. Et du coup, c'est mal passé de mon côté. On s'est un peu séparés à cause de ça. En tout cas, on s'est un peu embrouillé. Et on a dû mettre la clé sous la porte. On a mis la société en radiation et puis on a remboursé tout le monde. Donc il y en a qui n'a pas été remboursé, mais ça a été très compliqué pour nous puisqu'on a dû mettre encore une fois la main à la poche alors qu'on avait mis toutes nos économies dans ce projet-là. Donc énorme première déception entrepreneuriale sur la première entreprise que je crée. J'ai pris une leçon aussi sur l'association. Et bien évidemment, t'imagines qu'avec tout ce qui s'est passé et la douleur psychologique et mentale que je me suis infligée via ce projet, ça faisait 6 mois qu'on bossait dessus comme des fous quand même, tout mon entourage autour de moi me dit d'arrêter l'entrepreneuriat, que c'est trop dur, que c'est pas fait pour moi. Donc voilà pour cet arc numéro 3. Et qu'il y ait des leçons que j'ai retenues de cet arc. La leçon numéro 1, c'est qu'il faut que tu fasses hyper attention avec qui tu t'associes. Quand on parle d'argent et quand il y a de l'argent au milieu d'une relation, c'est là qu'on voit le vrai visage des gens. Donc fais très attention. La deuxième leçon, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas une blague. Moi, je l'avais un peu sous-estimé. Quand tu pars de zéro, c'est très très compliqué. Et la troisième leçon, pour être un peu plus optimiste, c'est que j'ai compris et ça a débloqué dans ma tête le fait que quand tu veux quelque chose, tu peux. Ma fortune personnelle à ce moment-là, c'est moins 3 000 € puisque j'ai dû remettre de l'argent de ma poche et demander de l'argent à mes parents carrément pour rembourser tout ce qu'on avait dû investir dans le projet. Et ma jauge de bonheur à ce moment-là, elle dégringole, descend aux enfers, 10%. L'arc numéro 4, l'éclosion. Après cette première claque entrepreneuriale, je suis toujours en Master 2 et en alternance, mais je me fais chier. Donc j'ai fait quelque chose, j'ai vu l'émergence de TikTok aux États-Unis et doucement en France, alors j'ai décidé de prendre mon téléphone et de raconter un peu mon aventure et mes aventures entreprises. Je m'étais juré de ne plus jamais avoir besoin de quelconque influenceur pour promouvoir mes propres projets, donc à travers ces vidéos, c'était ma manière de me créer ma communauté. Et ça a littéralement explosé. Je partageais des conseils entrepreneuriaux et des petites astuces que j'avais vues par-ci par-là et j'ai eu énormément de visibilité. Je m'étais fixé le challenge de poster une vidéo par jour pendant 1 an, donc 365 vidéos, que je ferai le bilan après. Parce qu'au début, quand je prends mon téléphone et que je me filme sur TikTok, il n'y a pas vraiment d'objectif derrière. Sauf que mon nombre d'abonnés explose littéralement. En 3-4 mois, j'arrive à 500 000 abonnés et en moins d'1 an, plus d'1 million d'abonnés. C'était énorme ce qui m'arrivait. Même encore aujourd'hui, je ne comprends pas comment c'est possible. Et ce qui se passe, c'est que comme j'ai énormément de visibilité, que je parle d'entrepreneuriat, que je parle d'argent sur les réseaux sociaux, et il y a plein de marques qui viennent me demander des collaborations, donc des partenariats sponsorisés, que je mette en avant leurs solutions dans mes vidéos. Ce que je fais, et je commence à gagner de l'argent grâce à ça. Comme si j'avais pas assez de choses à faire, et je décide de me remettre à fond dans le foot et je vais jouer dans mon club avec mon équipe de National 2, je fais des tours de Coupe de France, etc. Bref, je sais pas pourquoi je me suis mis à fond dans le foot à ce moment-là, alors que j'en avais pas besoin. Mais voilà, j'avais repris le foot en National 2 à ce moment-là. Ensuite à ça, je continue à faire mes vidéos sur les réseaux et je rencontre 2 mecs, Benoît et Alexandre, qui créent des vidéos sur les réseaux sociaux aussi, sur les mêmes sujets que moi, entrepreneuriat, etc. Et un jour, on s'appelle et on décide de s'associer, tout simplement parce qu'on voit qu'il y a une opportunité sur TikTok. Il y a énormément de marques qui nous contactent pour bosser avec elles, qui nous payent comme si on était des influenceurs, mais il n'y a pas d'agence TikTok, il n'y a pas de personne qui professionnalise l'approche des marques avec la plateforme et qui fait l'entre-deux
entre les marques qui cherchent à se développer sur TikTok et la plateforme. Les marques ne connaissent pas les codes. Et entre les deux, il y a les créateurs de contenu et il n'y a pas d'agence. Nous, on passait en direct avec les marques. Donc on se dit, on va se positionner entre les deux et on va professionnaliser notre approche pour accompagner toutes ces marques qui veulent se lancer sur TikTok. On réfléchit ni une ni deux, on décide de s'associer et c'est la création d'Aurus. Quelques jours après, je vais chercher mon meilleur ami Steve, qui est aussi l'un des 4 associés sur Aurus. Je lui dis, frérot, est-ce que t'es chaud? On monte une agence TikTok, tu veux te joindre à nous? Lui, il faisait des études de communication. Il nous a dit, allez, let's go les gars, il a carrément arrêté l'école. Et on s'est lancé avec Aurus, l'une des premières agences de communication spécialisées dans l'accompagnement des marques sur TikTok. Ça, c'est en septembre 2021, la création d'Aurus. Donc après, moi, j'étais toujours à l'école à Schema, donc on profite de l'incubateur de Schema, Schema Ventures. Donc on essaie de se créer un réseau, on essaie de se faire notre trou en fait. On commence à publier sur LinkedIn, on essaie d'aller contacter certaines marques. Donc on a commencé par les petites startups et les toutes petites entreprises, donc les TPE. Et on arrive à vendre des vidéos quand même, puisque comme on est créateur de contenu, les gens nous font confiance, ils nous payent pour qu'on les aide, pour qu'on leur mette en place des stratégies. Et sur l'année 2021, de septembre à décembre, 31 décembre, on fait quasiment 40 000 € de chiffre d'affaires, ce qui est énorme. Et là, on a un peu pété un plomb, on a pris nos premiers bureaux, c'était l'équivalent d'un appartement dans notre ville, on recrute nos 2 premières alternantes aussi pour nous aider. Et on se dit, allez, let's go, on est parti, on est embarqué dans l'aventure, on va faire d'Aurus quelque chose de grand. Mais on se forme, on essaye de devenir des cracks de notre domaine, petit à petit on se professionnalise. Mais voilà, quand j'ai du recul aussi aujourd'hui, je peux dire qu'on a fait ça comme des schlags, je sais pas comment ça a marché. Et puis arrive l'année 2022, et ça, je vais te la raconter dans l'arc suivant. Les leçons que j'ai retenues de cet arc numéro 4, ce sont celles-ci. Numéro 1, c'est que la création de contenu, c'est vraiment le code de triche de la décennie, ça t'ouvre des opportunités de fou. Ma vie a été propulsée grâce à ça. La leçon numéro 2, c'est qu'avoir une personne à tes côtés qui te soutient émotionnellement, mentalement et tout ce que tu veux, ça change la donne. Ça a été le cas parce que j'ai rencontré ma copine à ce moment-là et ça a tout changé pour moi. Et leçon numéro 3, tu n'as pas besoin d'un business compliqué pour faire beaucoup d'argent. On vendait des vidéos TikTok et on a réussi à faire quasiment 10 000 € de chiffre d'affaires par mois avec ça. Ma fortune personnelle à ce moment-là, c'est à peu près 30 000 € parce que j'ai beaucoup d'argent qui tombe grâce au partenariat des marques et ça commence à faire. Et ma jauge de bonheur à la fin de cet arc numéro 4 en 2021, début 2022, c'est 70%. Franchement, ça va beaucoup mieux. On passe à l'arc numéro 5, l'explosion. Alors pour te la faire simple, de 2022 à 2024, Aurus a littéralement explosé. On a signé notre premier client grand groupe, Nexity, le premier promoteur immobilier en France. On a réalisé une première campagne test sur les élections présidentielles, mais on a réalisé une première OP avec eux, ça a littéralement tout explosé et ça a tout changé pour nous. On a signé ce premier grand groupe qui nous a recommandé à d'autres grands groupes et depuis, on a signé énormément d'autres grands groupes, mais tout est parti de celui-là. Le chiffre d'affaires explose, donc on recrute, on arrive à être quasiment une douzaine dans la team. Du coup, on prend des locaux qui sont beaucoup plus grands, chez Albert School, je ne sais pas si tu connais l'école de commerce, à Paris, dans le 10e, pour accueillir toute cette équipe. On a d'énormes signatures, on signe Orange, Mythique, La Poste, Trade Republic, Binance et j'en passe. On a réussi à organiser le Tactic Day, donc c'est le premier événement co-organisé en collaboration avec TikTok France sur les territoires français. TikTok France, avant, il ne voulait pas entendre de quelconque association avec une autre agence pour créer un événement. On a été la première agence à avoir le droit de poser le nom TikTok en collaboration avec Aurus pour créer le Tactic Day. Il y avait 150 professionnels et décideurs marketing à cet événement et cet événement, il nous a aussi littéralement propulsé. À ce moment-là, on devient partenaire TikTok et on est sur le toit du monde. Notre chiffre d'affaires, il ne cesse d'augmenter. On passe de 40 à 50 000 € par mois, 60 000 € par mois jusqu'à atteindre le Graal des 100 000 € par mois de chiffre d'affaires. Côté perso, j'arrête complètement le foot parce que je vois que Aurus explose, ça me prend énormément de temps et qu'à un moment donné, il faut faire des choix. J'ai choisi le business. Et puis à côté de ça, je continue les vidéos. J'ai commencé notamment cette chaîne YouTube à cette époque-là et ça continue d'exploser. Je suis invité partout, je fais des passages en télé, France 2 plusieurs fois, je suis invité sur TPMP. Bref, mon personal branding grossit aussi énormément à vitesse grand V. J'ai carrément fait un pied de nez énorme à l'ESCP. Il faut savoir que quand j'ai candidaté en master, j'ai été refusé à l'ESCP, donc ma candidature a été refusée en master à l'ESCP. Et pendant l'année 2022, il y a une directrice de master marketing à l'ESCP qui m'a demandé de faire des cours, donc de donner des cours
au Master 2 de l'ESCP. Donc énorme pied de nez pour moi. D'ailleurs, j'ai fait un post LinkedIn qui avait fait 4000 réactions, je crois, sur ce pied de nez-là. Belle revanche sur la vie que j'ai prise. Et voilà, je voulais te donner cette anecdote. Mais c'est pour te dire à quel point, à ce moment-là, c'est démesuré en fait ce qui m'arrive. Et 2023, ça continue sur la même lancée pour Horus. On signe encore plus de clients, encore plus de grands groupes sur des beaucoup plus gros contrats. On prend d'autres bureaux à Saint-Lazare, on recrute en CDI, on consolide la team. Bref, ça explose. Et puis fin 2023, on a certaines difficultés, on a des personnes qui quittent l'équipe, le marché est un peu tendu et on a une stagnation, voire une baisse d'activité chez Horus et certaines difficultés commencent à apparaître. Mais bon, ce qu'il faut retenir de cet arc numéro 5, c'est qu'on a complètement explosé. Et c'est à partir de, c'est début 2022 jusqu'à fin 2023 que ma vie a complètement changé. Les leçons que je retire de cet arc numéro 5, ce sont celles-ci. Numéro 1, c'est qu'il ne faut jamais manquer d'humilité. À cette époque-là, on pensait être sur le toit du monde et être intouchable. En vérité, la réalité nous a vite rattrapés avec les difficultés qu'on a eues à la fin de l'année 2023. Donc, ne manque jamais d'humilité. La leçon numéro 2, c'est que la résilience, c'est pour moi la meilleure qualité qu'un entrepreneur puisse avoir. Quand tu n'abandonnes pas, tu finiras par réussir. Alors ça prendra peut-être un peu de temps, mais tu finiras par réussir, c'est sûr. Et la leçon numéro 3, c'est que se précipiter, c'est l'une des pires erreurs par contre que tu peux faire lorsque tu es entrepreneur. Vaut mieux aller doucement, mais sûrement, plutôt que trop vite et te cramer. Et avec Horus, en l'espace de 2 ans, on est passé de 4 à quasiment 15, de pas bureau à bureau, de petite start-up à grand groupe, et on en a essuyé, on en a ramassé les pots cassés à la fin de l'année 2023. Ma fortune personnelle à ce moment-là, alors là je vais te le faire grossièrement, il n'y a pas que des liquidités là-dedans, il y a aussi mes parts dans Horus et la valorisation d'Horus, etc. à ce moment-là, à peu près 500 000 € avec l'argent que j'ai sur mon compte et la valorisation d'Horus. Et ma jauge de bonheur à la fin de cet arc en 2023, c'est 90%, tout va pour le mieux. Et pour finir, l'arc numéro 6, la maturité. Alors cet arc-là, je peux pas te le raconter puisque je suis en train de l'écrire actuellement. Au moment où je tourne cette vidéo, je viens tout juste, il y a quelques semaines, de revendre Horus à une autre agence, une plus grosse agence, qui a racheté les activités d'Horus, qui va continuer à faire vivre notre fonds de commerce et donc nos projets avec nos clients pendant plusieurs années, je l'espère. Et là, je peux dire que je suis officiellement passé à autre chose et que je vais officiellement passer à autre chose. Horus n'est plus mon activité principale et je ne suis plus CEO d'Horus. Mais j'ai lancé une nouvelle aventure parce que ouais, je peux pas m'arrêter et j'ai d'énormes ambitions. Maintenant que j'ai réussi à le faire, j'ai envie de transmettre mon savoir aux autres et c'est ça qui m'a toujours animé. C'est la principale raison pour laquelle j'ai créé toutes ces vidéos sur les 3 dernières années parce que bon, en vérité, ça m'a rapporté un peu d'argent, mais j'en ai dépensé bien plus, je pense. Et donc, ce qui m'anime, c'est ça, c'est la transmission, la pédagogie, et c'est ce que j'ai essayé de faire avec mon projet qui s'appelle le Charbon. Le Charbon, je vais te le pitcher rapidement, même si c'est pas l'objectif de cette vidéo, c'est un incubateur pour prestataires de services, freelance, indépendants ou pour agence. Notre objectif, c'est, si tu pars de zéro, de te faire arriver le plus rapidement possible à 5-10 000 € de chiffre d'affaires par mois avec ton activité de service, dans le digital principalement. Et si tu ne pars pas de zéro, que tu génères déjà un peu de chiffre d'affaires, que tu as testé ton marché, notre objectif, c'est de te faire passer de là où tu es à 15, 20, 30, 40 et plus de milliers d'euros de chiffre d'affaires récurrent par mois. C'est tout un accompagnement, donc c'est une formation en ligne, mais c'est aussi un coaching individualisé. Donc on fait des séances de coaching avec tous les apprenants du Charbon. C'est une communauté. C'est plein d'autres choses, c'est 20 experts qui interviennent. Bref, je te mettrai un lien dans la description vers le site internet du Charbon sur lequel tu pourras tout aller checker si jamais tu es dans ce cas-là et que ça t'intéresse. Mais en tout cas, c'est ma nouvelle aventure, c'est mon nouveau cheval de bataille pour au moins les 5 prochaines années. Mon objectif, c'est vraiment de créer une école et voilà, d'être la référence pour toutes les personnes qui se lancent en freelance ou toutes les personnes qui veulent monter, faire progresser, scaler leur agence en France et pourquoi pas dans le monde, avec la meilleure pédagogie possible, le meilleur accompagnement possible et la meilleure manière d'avoir des résultats possibles. Mon objectif, c'est d'atteindre le plus rapidement possible, donc là, dès la fin de l'année 2024, les 100 000 € de chiffre d'affaires récurrent avec le Charbon. Comme ça, on aura une bonne base pour pouvoir investir et le développer dans cette vision d'école qui me tient vraiment à cœur. À titre personnel, j'ai complètement changé de vie puisque depuis qu'on a revendu Horus, j'ai déménagé à Bordeaux. Donc ma vie est beaucoup plus calme maintenant. Et puis je suis petit à petit en train d'assainir entre guillemets mon business. Donc de travailler sur des tâches qui me font plaisir, sur lesquelles j'ai envie vraiment de travailler, ce qui n'était plus vraiment le cas avec Horus et le modèle agence. Donc je suis en plein dedans, je continue les vidéos. Par exemple, j'ai kiffé faire cette vidéo et la réaliser. Plein d'autres aussi et je développe le Charbon.
c'est énorme de pouvoir transmettre ce que moi je sais et de voir l'évolution des personnes qu'on accompagne. Les leçons de cet arc, je les ai pas encore toutes, mais j'en ai une seule. Et c'est quand tu vas au plus simple que tu réussis. Ma fortune personnelle, au moment où je tourne cette vidéo, c'est à peu près 300 000 euros. Pareil, là, c'est encore une fois liquidité, placement, etc. J'ai beaucoup investi dans le charbon, donc tu vois que ma fortune personnelle a bien descendu. J'ai investi peut-être même trop d'argent dans le charbon que je n'ai toujours pas rentabilisé. Et ma jauge de bonheur, aujourd'hui, en 2024, à la fin, ou en tout cas pendant l'écriture de cet arc numéro 6, c'est 85-90%, on va pas se mentir, tout va pour le mieux. Voilà pour cette vidéo. T'as compris, je suis passé de ligament croisé à entrepreneur et même dans ma vie d'entrepreneur, il y a encore énormément de difficultés. J'espère que cette vidéo t'aura aidé en tout cas à relativiser parce que peut-être que tu n'es pas là où tu veux être aujourd'hui, mais tu y seras un jour si tu fais preuve de résilience comme je te le disais. En tout cas, moi, mon chemin n'est pas terminé. J'espère aller beaucoup plus loin, j'espère faire beaucoup plus et faire encore de très belles choses, d'aider un maximum de monde. En tout cas, ces vidéos-là, tu continueras à les voir. Moi, j'ai kiffé l'enregistrer, j'espère que tu as aimé toi aussi. C'était honnête, sincère, le récit de quasiment toute une vie, en tout cas de ce qui m'a animé sur les 10-12 dernières années. J'espère que tu as kiffé, j'espère que tu t'es reconnu dans certains points. Ne lâche rien, moi je te souhaite force et honneur dans tous tes projets et on se retrouve à la prochaine vidéo.